Tu veux regarder quoi comme film ce soir? Je sais pas, j'ai pas trop d'idées en vrai. Faudrait demander à Bastien, je pense. Faudrait un truc qui change parce que. Tu sais, je sais pas moi, un truc qui casse les codes. Oh les gars, j'ai trouvé! Un disque dur? Bien plus que ça. J'ai exactement ce qu'il vous faut. C'est quelque chose sur le disque dur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre émission Libre Arbitre. Aujourd'hui, nous nous posons la question à quel point les codes ont-ils évolué à travers le temps? Au travers de 3 reportages. Le premier, sur l'avenir des vidéoclubs, le deuxième, axé sur le skate, et le dernier, le plus musical d'entre tous, sur le blues. Allez, suivez-moi, je vous emmène sur notre premier reportage. Merci bien Kéo. Effectivement, nous sommes en direct de Toulouse. Et nous allons nous demander si les vidéoclubs sont dépassés par le temps. C'est vrai, à part ton daron, qui connaît les vidéoclubs? Bon, je vais être gentil, je te mets à la page. Donc, les vidéoclubs ont connu leur début en France dans le milieu des années 90. Ces cinémas de quartier ont formé une nouvelle génération de cinéphiles, des faiseurs de cinéma élevés à la vidéo, déclarait Philippe au CNC. Ces magasins de vidéos sont aujourd'hui en voie d'extinction en France. Il en reste peut-être moins de 10 à Paris par exemple. À la suite de l'arrivée dans le milieu des années 2000 de la vidéo à la demande, du streaming et du téléchargement légal ou non, les vidéoclubs ont vu leur chiffre d'affaires chuter jusqu'à 20% par an. Entre 2004 et 2010, près de 3000 vidéoclubs en France ont fermé. Entre 2002 et 2014, la Chambre régionale de commerce et d'industrie d'Île-de-France estime que le nombre de vidéoclubs a chuté de 95,8%. Cette pratique a ensuite été remplacée par des bornes automatiques. Mais dans notre chère et tendre ville rose, certains reprennent le concept de vidéoclub et sont toujours actifs, comme par exemple celui de la chaîne OCD, qui a bien voulu répondre à mes questions. Quand vous prenez l'histoire des supports physiques, par exemple le vinyle, vous pourrez croire que le vinyle est dépassé. Or, le vinyle revient très fort. Le DVD, il est dépassé dans la mesure où il doit faire face à la concurrence de la révolution numérique. Moi, je ne dirais pas que les DVD sont dépassés. Je dirais que la révolution numérique, le tout digital, va trop vite. Et il faut que les deux arrivent à s'entendre, en fait. Pour revenir à cette question de révolution numérique, l'apparition des plateformes numériques, telles que, pour ne pas les citer, vous avez Netflix, vous avez Disney+, vont forcément entrer en concurrence avec le format DVD, le support DVD. Les DVD, donc du coup, qui sont édités par différents éditeurs. Il n'y a pas une entité qui va éditer tous les DVD. C'est comme le livre. Je ne sais pas si vous avez Netflix, mais on se retrouve souvent à passer une demi-heure, 1 heure à choisir un film parce qu'il y a trop de choix. Il y a trop de choix et en même temps, il n'y a pas tout. C'est-à-dire que vous allez peut-être être en quête d'un idéal de film que vous voudriez voir ce soir et en fait, il n'y a pas forcément ce que vous cherchez à ce moment-là. Vous allez avoir le choix de tout ce qu'il y a là. Alors c'est un peu comme Netflix, si ce n'est que vous l'avez en main, vous pouvez voir ce que c'est, vous pouvez voir l'édition, ça vous donne d'autres idées. Le DVD, en revanche, surtout le DVD en boutique d'ailleurs, puisque je vends du DVD, vous allez avoir le choix de tout ce qu'il y a là. Alors c'est un peu comme Netflix, si ce n'est que vous l'avez en main, vous pouvez voir ce que c'est, vous pouvez voir l'édition, ça vous donne d'autres idées. Alors j'espère que maintenant tu vas lever ton de canapé et aller me remplir ta étagère et louer des films. Bon, eh bien, merci Bastien pour ce reportage, et nous voilà maintenant avec plein de bonnes raisons de remplir tous nos placards de DVD. Passons à notre reportage maintenant, je vous emmène au skatepark. Allez, suivez-moi. C'est au travers de nos échecs que nous progressons. C'est ce qui est ressorti de tous les pratiquants que j'ai rencontrés lors de ce tournage. J'ai pu faire un parallèle avec notre vie de tous les jours, et je me suis rendu compte, notamment au travers du skate, que plus ils tombaient et plus ils apprenaient. Toutes les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer m'ont expliqué être tombées un nombre de fois incalculable. Certaines s'étant blessées sévèrement. Mais c'est justement ce qui fait la beauté de ce sport, la ténacité de ses pratiquants. Qu'ils soient très jeunes, comme j'ai pu voir des apprentis skateurs d'une dizaine d'années, ou ceux d'une trentaine, ils ont tous et continuent tous de donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à rentrer la figure qui les challenge. On ressent une sorte d'esprit de famille quand on arrive dans le skatepark, de convivialité très agréable, où tous les pratiquants, quel que soit leur âge, se montrent bienveillants entre eux. C'est ça, l'esprit skate. D'ailleurs, les skateurs ne s'intéressent pas vraiment aux générations qui les précèdent ou qui les suivent. Seul compte la maîtrise. Un enfant d'une dizaine d'années peut rentrer des figures que d'autres, pourtant plus vieux, ne sont pas capables de réaliser. J'ai d'ailleurs pu le juger moi-même, par la facilité avec laquelle j'ai pu échanger avec ces personnes, ainsi qu'en les observant. Qu'importe la génération, certains sont seuls,
d'autres en crew, mais tous forment une belle synergie. Aussi, je pourrais vous citer d'autres exemples, mais ce qui m'a le plus marqué fut leur réaction favorable, quasi instantanée, à ma demande de les filmer. Même si l'un d'entre eux m'a gentiment expliqué qu'il n'était pas à l'aise et préférait ne pas participer au reportage. L'un d'eux a accepté de me livrer son témoignage. Je le laisse conclure. Ça peut être un sport individuel comme collectif, tu peux grave aller skater dans ta warehouse et tout, ou skater avec des potes, tu vois, genre faire des sessions comme ça. Tu vois pas le monde pareil, genre quand tu vois des rebords en béton, bah, y en a ils y voient des bancs, nous on y voit des spots de skate. Ça modifie ta vision des choses, ta vision du monde, c'est assez prenant et c'est un mouvement à part entière. Bah, c'est que ça fait partie de l'art de rue et ce qui est dans la rue c'est que c'est accessible à peu près à tout le monde peut à peu près se payer une board. Quand tu skates en fait, t'as un assez gros point commun avec la personne en mode comme si t'étais un peu pote avec elle de base, t'as vu, genre tu peux parler avec un skateur comme ça, comme si t'étais collègue alors que vous vous connaissez pas. Et voilà, c'est fini pour cette partie. Et vous, quel est votre point de vue sur les autres générations? Maintenant, on passe au dernier et meilleur reportage, le plus musical d'entre tous, celui de Maël. Allez, suivez-moi. Bonjour Pascal Delmas, vous êtes donc batteur professionnel et bluesman depuis plus de 30 ans. Pourriez-vous nous parler des origines du blues? Alors bonjour Maël et merci de m'accueillir. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que je ne me considère pas comme bluesman, je suis en fait un musicien de blues. Et un bluesman, c'est quelqu'un qui vraiment raconte une histoire. Les origines du blues, elles sont là, elles sont dans ces songwriters, des gens qui racontaient la condition des Noirs dans le sud du Mississippi, quoi. Qui parlaient de ségrégation et puis voilà, qui parlaient de leur communauté. Des gens en fait qui avaient été complètement déracinés et qui ont gardé le peu de leur culture africaine et qui en ont fait une culture qui a évidemment influencé toute l'histoire de la musique américaine, quoi. Pensez-vous qu'aujourd'hui le blues soit considéré comme une musique démodée? Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça n'a jamais vraiment été une musique à la mode. C'est une musique qui était populaire chez les Noirs dans les années 50, puisque c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, leur seul moyen d'expression. C'est vrai que dans les années 60, les groupes anglais comme les Rolling Stones ont mis un coup de projecteur sur cette musique-là, mais elle a été toujours, on va dire, assez underground. Et la force, c'est justement de jamais avoir abandonné ses racines et cette âme. Et du coup, d'avoir traversé un peu les âges, quoi. D'après votre ressenti, est-il important que cette musique reste vivante? C'est important qu'elle continue à être vivante parce qu'elle porte quand même un message qui est pour moi très actuel. Comment on peut, même si on est loin de chez soi, continuer à porter des valeurs de tolérance et de générosité et de partage en fait. C'est important aussi que les gens aient conscience que cette musique-là elle est à l'origine de tout ce qu'ils écoutent aujourd'hui, hein, du rhythm and blues, du rap, du rock and roll. Ça c'est important. Après c'est vrai qu'il y a toute une nouvelle génération de bluesmen comme Kingfish qui a 22 ans aujourd'hui et qui porte cette tradition en essayant toujours de l'amener plus loin. Eh bien, merci beaucoup Pascal d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bonne continuation. À bientôt, j'espère. Non. Bon Maël, merci pour ce reportage. Et puis je m'étais jamais vraiment penché sur ce type de musique, mais c'est une très belle découverte. Merci à tous d'avoir suivi notre émission et on se retrouve très bientôt pour casser les codes. Oh, oh, réveillez-vous là. Je suis réveillé.